Mesdames, Messieurs, nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Il est exactement 18h. Je déclare cette séance du Conseil municipal ouverte. Monsieur Nicolas Picard, directeur général des services, voulez-vous bien, 1, 2, 3, constater le quorum? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Di Cristina Caroline. Présente. Monsieur Simon Didier. Madame Delcourt Fabienne. Monsieur Smith Jean-François. Madame Maximovic Louisette. Monsieur Liégeois Bernard. Madame Dibello Christine. Monsieur Forte Serge. Madame Semaille Virginie. Monsieur Sider Joël, absent, procuration à Monsieur Forte Serge. Madame Emrabé Nathalie. Monsieur Zimaniac Richard. Madame Salingue Ghislaine. Monsieur d'absence Germain. Madame Bouedzila Malika. Monsieur Petitjean Michael. Madame Rosard Zimania Anne-Sophie. Madame Rosard Zimaniac Anne-Sophie, absente, procuration à Monsieur Richard Zimaniac. Du mal, hein. Oui. Pardon. Monsieur Climpon Romuald. Madame Réal Mulette Karine. Monsieur André Jimmy. Madame Ventrepote Lelon Christelle. Monsieur Krozinski Olivier, absent, procuration à Monsieur David Bustin. Monsieur Durand Philippe. Madame Willet Isabelle. Monsieur Aga Franck. Ok, on note au PV. Il n'y a pas de procuration en attendant. On Si, note au... il y a une procuration, Monsieur Aga. Charles. Oui, mais... Non, Franck est absent, mais il a une procuration après sur Monsieur Pierre Scaramudino. Mais on le verra après. Oui, Madame... On rectifiera quand il arrivera. Voilà. On notera l'heure au PV comme d'habitude, vous inquiétez pas. Madame Noman Rose-Ponvel Josette. Monsieur Pierre Scaramudino, procuration Monsieur Franck Aga. Donc pour l'instant pas valable, voilà. Mais dès qu'il arrive, la procuration sera valable. Madame Dezoteux Laurence. Madame Lemoine Marie-France. Monsieur Lefebvre Francky. Monsieur Charles Aga, absent, procuration Madame Josette Noman. Et Madame Lannoy Brigitte. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci. Je pense qu'il y a un de vos élus dont il a fait procuration, mais qu'il arrivera un petit peu parce qu'il est encore occupé. C'est ça? Voilà. Donc on annulera la procuration dès que la personne sera présente, sera notée au PV. Je vous remercie. Mes chers collègues, un petit point agenda. Il n'y a pas d'information générale spécifique en cette période, mais le point agenda est important. Petit coup de pub sur le Festival du Rire qui n'est autre que samedi prochain, le 22 novembre, à l'espace Beaulieu, où vous pouvez le réserver en ligne ou au service, comme d'habitude, mais il y a aussi des réservations en ligne maintenant. La technologie, elle avance. Vous rappelez le repas des seniors pour le mardi 25 et le jeudi 27. Attention, le mardi 25 est complet, le jeudi 27, il reste peu de place. Donc là, je m'adresse aux gens qui vont voir cette vidéo. On peut noter, s'il vous plaît, l'arrivée de M. Franck Aga à 18h05 et donc la validité de sa procuration de M. Scaramudino, si je ne dis pas de bêtises. Merci. Donc je disais Festival du Rire, repas des seniors, les 25 et 27, donc mardi et jeudi, donc mardi ou jeudi plutôt, on ne va pas faire les deux. Et puis notre traditionnel marché de Noël, vous le savez, avec les communes de Fresnes et de Condé, la ville de Vieux-Condé s'associe pour qu'on n'ait jamais en même temps le marché de Noël, enfin, en tout cas que ça tourne sur des week-ends différents. La dernière fois, on était, nous, les plus proches de Noël. Cette fois-ci, on est les plus éloignés. Ça sera donc, ça commencera le vendredi 5, le samedi 6 toute la journée, et ça se terminera le dimanche 7. Et si, mais ça c'est pas moi, c'est pas le maire qui décide, c'est pas dans mes délégations et dans mes pouvoirs, si les enfants sont sages, peut-être qu'il y aura la présence du Père Noël. Voilà pour les informations. C'était pas des informations générales, d'ailleurs, il n'y en a pas, mais c'est plus un point agenda pour aller jusqu'aux fêtes de fin d'année. Donc retenez, Festival du Rire, c'est le 22. Le repas des seniors, forcément plus de 65 ans, et c'est soit mardi, soit jeudi, mais mardi est déjà complet. Il ne reste plus que jeudi, et attention, il ne reste que quelques places. Service ici en bas ou Internet pour l'inscription. On n'a même plus besoin de se déplacer, c'est bien. Et puis le marché, 5, 6 et 7 décembre. Nous allons attaquer l'ordre du jour. 1.1, désignation d'un secrétaire, ou plutôt d'une secrétaire de séance
Je propose Madame Caroline Di Cristina. Est-ce que quelqu'un souhaite être secrétaire de séance? Alors maintenant, il faut qu'on vote maintenant les secrétaires de séance. Hey. Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Félicitations Madame Di Cristina. Vous êtes secrétaire. Vous serez puni à la lecture. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal. Vous le savez comme d'habitude. Donc là, en l'occurrence, c'était le 25 septembre. Entre le 25 septembre et aujourd'hui, un certain nombre de décisions qui sont à ma main et qu'on fixe en début de mandat, hein, tout ça est cadré, qui nous permet d'éviter de nous réunir à chaque fois pour les dépenses. Mais l'obligation vous est... ah oui, ça c'est le PV. Ah oui, c'est pas le 21-22, ça, c'est l'adoption du procès-verbal. Je vais trop vite, c'est le point d'après, excusez-moi. Adoption du procès-verbal, donc du conseil municipal. Avez-vous des questions sur ce procès-verbal ou des remarques? Oui, monsieur Aga. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Excusez-moi du retard. Pas de souci. Vous savez les travaux qu'il y a sur la voie rapide et quand on travaille sur Valenciennes, en ce moment, c'est la galère. Monsieur le maire, dans le compte-rendu, j'avais demandé le bilan de la maison de quartier. Vous avez dit que vous allez voir avec votre... C'était la maison des Arts, il me semble, oui, on l'a donné. Non, non la maison de quartier. Vous êtes sûr du truc? On peut vous vérifier, s'il vous plaît. Mais si c'est... Oui, on vous le donnera. Mais moi, c'était Maison des Arts. Il est bien stipulé dans le compte-rendu et vous avez dit que... Vous aviez demandé deux choses, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez dit que vous allez voir... Vous avez demandé la TFPB que j'ai reçue. Le bilan TFPB, c'est ça. Ça, je l'ai reçu. Et moi, j'avais la Maison des Arts, mais... La Maison des Arts, on l'a reçue, mais la Maison de quartier, j'avais demandé le projet et le bilan d'action. OK. On prend acte, on transmet. Et on ne l'a pas dans le compte-rendu? Bon. Dont acte, on vous le transmettra, pas de souci. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va voter, si vous le voulez bien. C'est l'adoption donc du procès-verbal du dernier conseil du 25 septembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le 21-22, j'ai voulu aller trop vite. Donc, comme vous le savez, entre deux conseils, il y a des délégations qui sont données au maire pour la vie de tous les jours. Et vous avez la liste qui est présentée en annexe et qui doit être votée. Je tiens à préciser qu'il y a une bulle, une belle bulle. Alors, ça ne change pas les montants, ça ne change pas les décisions, mais il y a une entreprise, alors je ne sais pas, parce que si on cite une entreprise, j'ai le droit de citer une entreprise ou pas? Bon, OK. Il y a une entreprise qui revient tout le temps. Allez, je vais dire Freddy, comme ça je vais dire le prénom. Mais bon, le reste, il n'y a pas grand-chose. Mais l'entreprise Freddy qui revient, ne vous étonnez pas, c'est une bulle, c'est une erreur. Les deux premières décisions sont bien pour lui, les autres sont pour d'autres entreprises. C'est le même chantier, c'est juste certainement un copier-coller des services. J'ai la version rectifiée. Les montants et les intitulés ne changent pas. Veuillez noter au procès-verbal, s'il vous plaît, l'arrivée de M. Charles Aga à 18h09 et donc l'arrêt de la procuration qui avait été donné pour se substituer à son vote. Est-ce que vous avez des questions sur le 21-22? Si oui, merci de me préciser la page, s'il vous plaît. Pas de questions? On passe au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.4, montant de la prise en charge communale du pass senior dédié aux personnes âgées de 65 ans et plus. C'est Madame Louisette Maximovic qui nous présente cette délibération. Oui, mais il est sans fil, on peut le rapprocher maintenant. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, nous délibérons dans le cadre de l'attribution de la carte transport Pass Senior. Il est primordial de soutenir l'aide à la moralité des aînés, entre autres, par ce titre de transport valable sur tous les réseaux Transville, bus, tramway, TER, Sésame, Taxiville, pour les personnes de plus de 65 ans et non imposables. Monsieur le maire propose donc une participation financière à la commune à hauteur de 53 € pour chaque bénéficiaire sur un abonnement de 75 € fixé par le CIMOV, syndicat intercommunal de mobilité et organisation urbaine du Valenciennois. Le reste en charge pour les bénéficiaires pour l'année est de 22 €. Merci, monsieur le maire.
Merci Madame Maximovic. Vous l'avez compris, ça fait déjà longtemps, mais chaque année, il faut redélibérer. Le pass senior, en réel, coûte quand même un peu cher et on a décidé, alors sous certaines conditions d'éligibilité, bien évidemment, de participer à hauteur de 53 €. Hein. Le reste à charge, c'est 22 €, parce que ça change tout le temps. Pour votre information, je vous le donne, je le donne à l'honorable Assemblée. En 2024, il y avait 46 inscriptions. 40 renouvellements et 6 créations d'abonnements. Donc, ce sont des gens qui font la démarche de s'inscrire au Pass Senior pour les transports en commun. En 2025, il y avait 52 inscriptions, 37 renouvellements et 15 créations. Donc, c'est en augmentation. Et forcément, on verra pour 2026, puisque là, le but, c'est de renouveler cette aide sous certaines conditions. Donc, 53 € pour les personnes bénéficiant du Pass Senior et éligibles à cette aide. Des questions sur ce sujet? C'est une délib qui revient chaque année, mais on a une augmentation des gens qui prennent les transports en commun, c'est très bien. Pas de questions? On passe au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.5, autorisation d'ouverture dominicale 2026. Ça concerne le supermarché Match. C'est M. Richard Zimagnac qui nous présente la délibération. Merci, Monsieur le maire. La loi permet à Monsieur le maire d'autoriser les commerces de détail à ouvrir un maximum de 12 dimanches dans l'année. Consultation de la commission des ouvertures dominicales de Valenciennes Métropole et de l'accord tacite de la Fédération du commerce et de la distribution. Comme chaque année, le supermarché Match fait la demande de 12 dates pour 2026. Ces dates seront le 4 et le 11 janvier, le 28 juin, le 30 août, le 6 septembre, le 11 octobre, le 22 et le 23 septembre. Et au mois de décembre, il y en aura 4, le 6, le 13, le 20 et le 27. Il est novembre. Ok, je me suis trompé. Novembre. Il est demandé au Conseil d'émettre un avis favorable pour cette demande. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Zimagnac. Vous l'avez compris, là aussi, c'est traditionnel, mais obligatoire et réglementaire, puisque c'est soumis aussi à l'autorité de l'agglo qui nous consulte, et puis à nous aussi, puisqu'on doit délibérer pour acter les ouvertures dominicales pour Match. Donc, c'est fait comme chaque année, j'ai envie de dire. Alors, c'est jamais les mêmes dates, mais c'est eux qui choisissent les dates. Des questions sur ce sujet? Pas de questions? On va passer, on n'a pas voté, on va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Réalisation de la mise sous pli des documents de propagande électorale, forcément pour l'élection municipale, des 15 et 22 mars 2026. C'est Mme Caroline Di Cristina qui nous présente cette délibération. Monsieur le maire. Dans le cadre des élections municipales qui se tiendront le 22 mars 2026, l'organisation de la réalisation de la mise de la propagande électorale est obligatoire. Une du département du Nord de 5 000 à 10 999 habitants. L'État assurant la prise en charge financière de ces opérations qui se déroulent en régie, il convient de signer une convention entre l'État et la ville relative à la réalisation de la prestation de la mise sous pli. Donc, demander au Conseil d'autoriser le maire à signer cette convention. Attention, le micro bug un peu. Hein. On a eu quelques allers-retours de micro. Au pire, tu prends un autre micro. Merci, Madame Di Cristina. Vous l'avez compris, c'est la période préélectorale et électorale qui fait que cette commission de propagande doit être... les documents de propagande doivent être validés et mis sous pli. Et donc, l'État participe, je crois que c'est 28 centimes par pli. Qui sont mis en place avec les services. On a connu ça déjà en 2020 et c'était à la salle Germinal où l'ensemble du personnel était réuni pour préparer la mise sous pli des professions de foi, etc. etc. Des questions sur ce sujet? Oui, Monsieur Franck Aga. Non, mais ma question elle est toute simple. Vous m'avez presque répondu, mais je vais la poser quand même. Allez-y. Les services administratifs qui seront réquisitionnés, façon de parler, entre guillemets. Ou sinon, c'est tous les services, appel à candidature pour tous les services. Quelqu'un veut prendre le relais, mais j'ai envie de dire un maximum de personnes, parce que l'air de rien, ça fait beaucoup en termes de nombre d'électeurs, puisqu'en termes de tranches, on est
on est quand même au-delà des 8000. Et donc la volonté, c'est de mobiliser un maximum de personnes en maintenant un service public. Parce que c'est aussi compliqué, il faut que quelqu'un puisse aller faire ses documents administratifs dans la vie de tous les jours. On va mobiliser aussi un lieu, des tables, des chaises, enfin voilà, on va aménager une pièce. Et puis ce jour-là, on fera la mise sous pli, qui est d'ailleurs de mémoire accessible, je crois, si je ne dis pas de bêtises, aux candidats, aux différents candidats pour vérifier que tout se passe bien en termes d'opération. Il me semble, j'ai souvenir de ça. Pour l'instant, je n'ai pas les détails, mais je pense que c'est un maximum de personnes. On est basé sur le volontariat aussi. Voilà, on est basé sur le volontariat. Et je crois qu'il fut un temps, les services de l'État le faisaient. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'ils étaient en capacité pour certaines communes de le faire, mais pas pour nous. Ils préfèrent indemniser. Bon. On passe au vote, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.7. Mise à disposition gratuite et temporaire de la salle communale, enfin d'une salle communale, pardon, dans le cadre de la campagne préélectorale et électorale, élection 2025, forcément, là aussi, des 15 et 22 mars 2026. Alors, je vous explique. On n'a pas de bâtiment gratuit aujourd'hui dans le fonctionnement de notre ville, de notre collectivité. Là, je parle spécifiquement de la ville de Vieux-Condé. C'est pour ça qu'on délibère. L'objectif, il est simple, c'est de délibérer sur le fait d'avoir la gratuité d'un lieu, d'une salle, en l'occurrence le 661 rue Émile Tabary. Je ne peux pas l'appeler par son ancien nom parce que c'était un lieu de culte, donc vous comprendrez bien que je ne peux pas l'appeler par son ancien nom, mais vous voyez tous le bâtiment dont je parle. L'objectif, c'est de le mettre à disposition. Donc là, c'est d'acter la gratuité. C'est ça l'objet de la délibération, et uniquement la gratuité. Et va en découler de cette délibération un arrêté qui va être un peu le mode d'emploi et le fonctionnement. Retenez une chose, il y a des textes là-dessus, c'est pas, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est d'abord et avant tout un principe de respect, d'égalité, de traitement. Ce que je peux vous dire, c'est que la salle, elle fait un peu moins de 200 personnes en capacité, 199, voilà, et que donc elle sera mise à disposition à qui le demandera, avec des conditions qui seront rédigées dans le cadre de l'arrêté. Là, aujourd'hui, l'objet de cette délibération, c'est d'acter la gratuité, parce que dans certaines villes, ils n'ont pas besoin de délibérer parce qu'ils ont déjà ce mécanisme. Dans d'autres, comme la nôtre, on n'avait pas ce type de délibération. Donc si on veut le faire, ou si quelqu'un veut le faire, en tout cas la prendre, il faut délibérer avant. Sinon, on ne peut pas le faire, tout simplement. Des questions sur ce sujet? Monsieur Franck Aga. Oui, j'ai une question, monsieur le maire. Dans la délibération que vous nous proposez, oui. Donc on rentre dans la période de pré-campagne, donc c'est-à-dire le 1er septembre, nous sommes déjà fin novembre. Et ma question, c'est, vous parlez d'arrêtés qui vont donner les conditions, conditions d'utilisation de cette salle. Donc dans les conditions d'utilisation de cette salle, quand est-ce que vous comptez sortir l'arrêté? Alors, il y a la partie réglementaire et il y a la partie arrêté le plus tôt possible, le plus rapidement possible. De toute façon, avant ça, elle sera mise à disposition à personne, je vous rassure. Et puis aussi, petit détail quand même, mais qui a son importance, il faut qu'on remette en route l'abonnement, le compteur d'électricité, parce que sinon, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, elle est débranchée pour des raisons de sécurité, donc il faut la rebrancher. Et on est soumis aussi à commission de sécurité pour ce type de salle qui est de catégorie, il est au DJ? Merci, de catégorie 5. Plus de voilà, au-delà de 10 mois de fermeture, commission de sécurité obligatoire, c'est Valenciennes Métropole. Donc, j'espère 1er janvier, c'est une date fictive, mais j'espère 1er janvier, si c'est avant, c'est avant. Ne serait-ce que pour l'abonnement aussi, pour rebrancher la salle en termes d'électricité, reposer un compteur, voilà, puisque forcément l'ancien, le vendeur a coupé l'accès. Et puis pour le reste, en tout cas, la salle elle est conforme. Concrètement, il y a des blocs à vérifier, certainement des extincteurs, les choses un peu traditionnelles qu'on trouve dans tous les bâtiments. Et donc l'arrêté sera le mode d'emploi et qui rentrera dans le détail. Dès qu'il sera pris, il sera publié, comme tout arrêté de toute façon, et mis à disposition de toute personne qui souhaite avoir cet arrêté et le mode d'emploi qui va avec. Voilà.
C'est un peu le même arrêté dans toutes les communes, hein. C'est un peu le même principe, hein. Il y a des créneaux horaires, des délais justifiés, puisqu'on est une commune de plus de 9000, hein, donc justifié de l'enregistrement de dépôt de candidature qui permet ça. Alors, ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais c'est parce qu'on a travaillé juridiquement avec d'autres collectivités, d'expliquer que c'est pour la campagne municipale de Vieux-Condé, parce que si vous ne le mettez pas dans le document, c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Ça paraît bête de le dire, mais ça voudrait dire qu'un candidat de Condé pourrait venir demander la salle. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut peaufiner. Donc certaines communes ont déjà cette délib depuis très longtemps, d'autres non. Nous, on ne l'avait pas. Donc dans le doute, on la prend. Et l'arrêté suivra et sera à disposition de tous les candidats qui le souhaitent. Oui, je vous en prie. Oui, donc je pense que vous devez savoir, monsieur le maire, que la date limite des dépôts de candidature est fixée au 26 février. Ça a été allongé, donc au 26 février. Et donc pour pouvoir justement disposer de cette salle, si vous me dites en janvier, et que vous nous précisez que le candidat doit avoir déposé sa liste en sous-préfecture. Non, sa candidature. Non, excusez-moi. Oui, la déclaration de candidature, mais en sous-préfecture. Non, la déclaration mandataire financier obligatoire qui fait que vous actez votre candidature. C'est le seul document officiel qui peut justifier de votre... Non, pas le dépôt de la liste. Hein. Non, sinon, du mandataire financier. Ouais, chose qui peut être... Chose qui était déjà depuis le 1er septembre, quoi. C'est depuis le 1er septembre. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est pas le dépôt des listes. Sinon, il resterait plus... Ça serait plus grand-chose. Moins d'un mois. Ça serait un peu compliqué quand même. Donc voilà, pour les explications, et à votre disposition et à la disposition de tous ceux ou celles qui le souhaitent, pour dès que l'arrêté est rédigé, de toute façon, il est affiché, il est publié, etc. Voilà. Donc le plus rapidement possible. Attention, on dépend de l'électricité et de la commission de sécurité, quand même. On va voter, si vous le voulez bien. Qui est contre? Oui. Allez-y. Et l'assurance, bien sûr. Il est déjà assuré. Non, mais l'assurance... Il y a une clause de renonciation à recours pour les assurances. D'accord. Mais j'ai posé la question parce que vous savez très bien que quand on loue un local de campagne, on est obligé de l'assurer. Oui. Enfin, ça dépend du propriétaire, du bailleur, ce qu'il vous impose. Mais oui, je vous rassure, heureusement qu'il est assuré. Même là, aujourd'hui, parce que vu la taille du bâtiment, il y a un petit peu de sous quand même. Oui. Il y a une clause de renonciation à recours sur les utilisateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait aussi cette notion de gratuité. En fait, c'est une notion purement juridique de campagne électorale. Hein. C'est une info qui est lisible sur n'importe quel site. Ça ne rentre pas dans les comptes de campagne. En avantage en nature, vous savez. C'est pour ça qu'on délibère sur la gratuité. Ça compte pour 0. On a voté, on n'a pas voté? On n'a pas voté. On va voter, si vous le voulez bien. 1.7, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.8, retrait de la délibération du 25 septembre 2025 relative au projet de prévention de radicalisation mené par l'association SEVE, tout simplement parce qu'on s'est trompé dans l'intitulé. Ce n'est pas le SEVE qui perçoit la somme, donc vous inquiétez pas, la délib juste après, elle rectifie le tir, mais il faut d'abord annuler la précédente, sinon on ne peut pas la rectifier. Donc là, l'objectif, c'est d'annuler celle-là pour vous présenter celle d'après. En fait, on verse à la ville, ça revient au même, hein, mais on verse à la ville de Fresnes, si je ne dis pas de bêtises, mais le SEVE ne perçoit pas directement. C'est la ville de Fresnes qui perçoit pour le compte des autres et qui reverse au SEVE. Désolé, mais il faut d'abord annuler cette délib. Donc, donc le 1.8, c'est l'annulation de la délib, et le 1.9, c'est l'épisode 2. 1.8, annulation de la délib. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.9, c'est Mme Karine Réal-Mulette qui va nous la présenter, justement, cette délib. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, du pays de Condé, la ville de Vieux-Condé, en partenariat avec la ville de Fresnes-sur-Escaut, souhaite contribuer au cofinancement du projet porté par l'association SEVE, le savoir-être et vivre ensemble. Le projet bénéficie d'un financement de l'État à hauteur de 50% dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. L'association SEVE, agréée par le ministère de l'Éducation nationale, a pour objectif de favoriser chez les enfants la pratique de l'attention et de la réflexion physiologique, afin de les accompagner dans le développement de leur discernement, de leur écoute et de leur esprit critique.
Pour l'année scolaire 2025-2026, il est prévu de mettre en place 3 cycles de 10 ateliers de prévention de la radicalisation et de promotion des valeurs républicaines à destination des élèves de CM1 et de CM2 des écoles situées en quartier prioritaire. Un cycle sur la commune de Fresnes-sur-Escaut et un cycle sur la commune de Vieux-Condé. La ville de Fresnes-sur-Escaut assure le rôle de porteur du projet, ainsi que la coordination et le recouvrement des participations financières des partenaires. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention cadre multifinanceur relative à cette action. Merci. Merci Karine. Vous l'avez compris, c'est la rectification en fait. Cette délibération, on l'a déjà votée. Le contenu est exactement le même, à part que ce n'est pas le SEVE qui perçoit, mais la ville de Fresnes qui participe et qui va être conventionné ensuite avec le SEVE. Voilà. Le reste ne change pas sur la délibération qu'on avait déjà votée. On s'est juste trompé d'entité. Des questions sur ce sujet? Oui, Monsieur Francaga. Monsieur le maire, je me souviens de cette délibération, mais je ne sais pas si j'avais posé la question à l'époque. Pourquoi qu'un seul cycle sur la ville de Vieux-Condé? Bonne question, bonne question. Oui, je crois que c'est par rapport au QPV en école primaire. QPV école primaire, oui, on n'en a qu'une à Vieux-Condé, alors qu'à Fresnes, ils en ont 2. C'est pour ça. Puisqu'il faut être sur la politique de prévention de la radicalisation, il faut être d'abord une école primaire, forcément, et être en QPV. Pas de notion de cycle, là. On parle de notion de 2... Oui, non, mais les 10 séances sont données au Rieux et à Soult pour Fresnes, parce qu'ils sont en QPV. Ouais. Voilà. Et nous, à Vieux-Condé, c'est à la Solitude. Ouais. Mais c'est les CM1 et CM2. Oui. Donc, on ne parle pas de cycle, là. Non, c'est un cycle de 10 séances sur les ateliers. Je pensais que c'était le cycle. Ateliers, on peut les appeler les ateliers. Oui, parce que le cycle, je pensais au cycle scolaire. Oui, voilà. Je comprends. Non, ce n'est pas le cas. C'est les cycles d'ateliers, le nombre de fois où on fait l'atelier dans l'établissement scolaire. Non, on n'a pas voté. On va voter si vous le voulez bien. Donc 1.9, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. 1.10, modification de la délibération. Alors, je vais dire sur le futur réseau RRF, radio. Alors, réseau radio du futur. J'ai du mal avec ce truc. C'est M. Didier Simon qui va nous présenter la délibération. Merci, Monsieur le maire. Le réseau radio du futur RRF consiste en une évolution technologique en matière de communication entre les différents services de sécurité et de secours. Il s'agit d'un changement de doctrine nationale piloté par l'Agence de communication mobile opérationnelle de sécurité et de secours, l'ACMOS, établissement public financé par le ministère de l'Intérieur, créé par le décret numéro 2023-225 du 30 mars 2023. En octobre 2025, un agent de la police municipale a suivi une formation au sein de l'ACMOS. Lors de cette formation, il s'est avéré que la liste du matériel reprise dans la libération en date du 26 septembre 2024, à savoir 3 terminaux et une tablette, doivent évoluer pour correspondre au mieux aux besoins du service. Le matériel n'a pas été livré à ce jour. Nous avons la possibilité de modifier la précédente délibération en n'y intégrant pas le détail du matériel qui pourra être amené à évoluer lors du déploiement du RRF. Ouais. Aussi, cela permettra une dotation évolutive du matériel sans la nécessité de délibérer à chaque modification. Pour votre information, la convention cadre n'étant pas modifiée, par conséquent, celle-ci est toujours valide. Merci, Monsieur le maire. Merci, vous l'avez compris. Je pense que cette délibération a été trop loin dans la marque et la gamme des appareils, on peut le dire comme ça, et que la technologie évolue tellement vite que l'objectif, c'est de s'adapter au moment où les feux seront ouverts pour qu'on puisse s'équiper. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une modification. Ce n'est pas une annulation, mais une modification où on ne rentre pas dans le détail comme on le fait d'habitude sur, je crois qu'il y avait la marque, le modèle ou je ne sais plus. Voilà. Et donc, comme ça évolue tellement vite, c'est le système de sécurisation des communications pour les forces de l'ordre entre la police nationale, municipale et autres. Donc, c'est juste la modification de cette délibération. Des questions sur ce sujet ? On passe au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe aux directions des affaires financières
Point 1, décision modificative 2025-2 du budget principal, ça veut dire que c'est la deuxième DM. C'est une DM de fin d'année qui vise à rectifier un certain nombre de choses où on a été peut-être plus vite. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Alors, vous avez des ajustements qui portent notamment en investissement sur l'ajustement de l'autorisation de programme de l'espace Beaulieu, avec une inscription au crédit 21 318 de plus 50 000 euros sur 2025, qui se décompose comme suite. 40 000 euros qui étaient inscrits en 2026. En fait, ils étaient déjà inscrits, pour le traduire, pour l'honorable Assemblée, il était déjà inscrit en 2026, mais comme la prestation a été réalisée en 2025, bah forcément, 2026, on le ramène en 2025. Je sais que ce n'est pas une image comptable, Lucie, ni financière, mais c'est pour être concret. Et plus 10 000 euros de crédits supplémentaires d'augmentation de l'autorisation de programme pour un solde de l'opération en tenant compte des révisions des prix, puisque vous savez que quand on fait des travaux, entre le moment où on valide des travaux et le moment où c'est terminé, vous avez une succession de révisions de prix, comme on a connu malheureusement lorsqu'on a connu les conflits qui existent toujours en Ukraine ou autres. Là, les montants sont moins importants, mais quand même. En contrepartie, bah, du coup, on reprend les crédits de l'acquisition du terrain rue Victor Hugo. Vous savez, c'est l'ancienne bijouterie Masson, puisqu'il y a toujours un litige entre les vendeurs et la voisine. Je ne vais pas te citer non, même si je l'ai dit juste avant, la bijouterie, le nom de la bijouterie, mais c'est pas grave. Ces crédits, bah, on ne peut pas les utiliser. Donc forcément, ces crédits-là ne vont pas être dépensés en 2025. Donc on les retire et on les bascule sur ça. En opération d'ordre, il y a la réintégration des frais d'études liés à la réalisation de la salle des fêtes, en l'occurrence, plus 7 920 euros de dépenses. Alors, en dépenses et en recettes, hein, ça veut donc dire zéro. Hein. Concrètement, c'est un équilibre. Voilà la dernière modification de budget pour cette année 2025. Retenez surtout la somme la plus importante. On va le voir, je crois qu'on le voit après, puisqu'on rectifie l'autorisation de programme, puisque l'espace Beaulieu, c'est une AP. Les 50 000 euros devaient être dépensés en 2026. Ils ont été dépensés en 2025. Avez-vous des questions sur cette décision modificative? Pas de questions? On passe au vote, si vous le voulez bien. 2.1, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Oh, pardon. Oui. Nous n'avons pas voté votre budget, donc nous sommes contre la décision modificative. OK. Donc, 8, il y a la procuration, hein, 8. Donc, vous êtes contre cette délib. Hein. Autorisation de programme 2.2. Du coup, bah, c'est ce que je viens d'expliquer. Comme c'est une autorisation de programme, vous le savez, c'est une obligation réglementaire. On doit aussi rectifier l'autorisation de programme bah, qui rectifie ça. Vous avez le tableau en annexe qui rectifie ce que je viens de dire. Alors, le reste à financer, vous étonnez pas, hein, c'est 98 centimes. C'est pas une blague, c'est juste, voilà, c'est du reliquat informatique, on va dire, de croisement d'écriture. Mais je vous rassure, 98 centimes, c'est pas un reste à réaliser pour 2026. Ça paierait même pas un clou ou une punaise à mettre au mur. Donc, c'est la rectification et prendre acte de l'autorisation de programme. Concrètement, l'autorisation de programme se termine, à part ces 98 centimes. Des questions ? Non. Sur le vote, même chose, je suppose, puisque c'est une AP, c'est suite au budget. On est d'accord. 2.2, donc qui est contre? 8. C'est ça? Abstention? Je vous remercie. 2.3, ouverture de crédit aux investissements. Cette fois-ci, on parle de l'année 2026. On ne parle plus de 2025. Vous le savez, chaque année, le budget de la ville de Vieux-Condé, alors les communes font deux choix, hein, c'est historique, hein. Soit elles le votent avant le 31 décembre de chaque année, soit elles le votent avant la date butoir, qui est la mi-avril, le 15 avril, c'est une date réglementaire pour voter le budget. Sauf cette année, où c'est une année électorale et que ça sera fin avril pour des raisons d'installation de l'exécutif, le temps d'installer, de voter le budget, etc., enfin de faire le ROB aussi, etc. Donc en attendant le vote du budget par les nouvelles instances qui siégeront ici, bah, il faut d'abord ouvrir des crédits à l'investissement. Et vous avez dans ces crédits, la loi nous autorise à ouvrir un quart des dépenses d'investissement de 2025. On ne peut pas dépasser un quart des investissements de 2025. Donc, vous avez normalement un tableau en annexe dans la délib. Je peux vous le décanter si vous voulez. Hein. Les crédits à l'investissement nécessaires pour 2026. Vous avez les différents chapitres. Vous avez les chapitres 20, le 21 et le 23. Vous avez les montants par nature de prestations, bien évidemment. Vous avez les frais d'études.
c'est le bâtiment Filieris, 13 550 €. Donc, en gros, c'est des sommes qui sont susceptibles, je dis bien susceptibles, d'être engagées entre le 1er janvier, puisque c'est 2026, et le vote du budget. Voilà. Concessions et droits similaires, c'est un logiciel, c'est 1 000 €. Le chapitre 21, vous avez acquisition de terrain. Alors, des fois, vous n'y voyez pas une somme précise pour l'achat du matériel. Des fois, on le dit, je ne sais plus, à un moment donné, il y a de l'informatique, je crois. C'est les sommes arrondies. C'est au cas où on aurait besoin d'acheter, je ne sais pas, un serveur, un ordinateur, parce que quelque chose se serait abîmé. Sinon, on a l'obligation de réunir le conseil municipal pour acheter le schmilblick. Donc, acquisition de terrain, autres travaux pour la maison des associations, autre matériel technique, feu tricolore, signalisation. Le matériel, j'en parlais, matériel informatique, tablette et ordinateur. Autre matériel de bureau immobilier, matériel de téléphonie, téléphonie, accessoires et autres. Et puis matériel technique, praticable, passage de câble, enfin bref, toutes les choses dont on a besoin dans la vie de tous les jours d'une collectivité. Et le chapitre 23, c'est les avances versées sur commande d'immobilisation corporelle. En l'occurrence, c'est les prévisions de travaux pour Kaby à hauteur de 5 000 €. Et je crois qu'on a le total par chapitre. Donc tout ça ne doit pas dépasser un quart de ce qu'on a dépensé en investissement de l'année 2025 pour donc 2026. Je ne me suis pas trompé dans les dates, c'est déjà pas mal. Avez-vous des questions sur ce sujet? Pas de questions, on passe au vote, si vous le voulez bien. C'est le 2.3. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Vous êtes contre? Justement, au regard des explications que vous nous avez données qui engagent, dans le futur, on ne sait pas qui, nous nous abstenons. OK. Donc, abstention. C'est noté. C'était 2.3. Oui, 2.3. 2.4, avance sur subvention CCAS pour l'année 2026. C'est Madame Nathalie Emrabé qui présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est proposé à l'Assemblée d'allouer au titre d'acompte sur la subvention 2025 du CCAS une avance répartie en 3 versements de 130 000 € pour le mois de janvier, février, mars 2025 pour une somme totale de 390 000 €. 26. Oui. Merci, Monsieur le maire. Voilà. Sinon, c'est derrière nous. Merci. Merci Nathalie, vous l'avez compris. Là aussi, c'est l'avance pour les 3 premiers mois de l'année, tout simplement pour le CCAS, pour qu'il puisse fonctionner. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que le CCAS est un budget spécifique et qu'il est subventionné par la ville. Et d'ailleurs, demain, pour ceux qui en font partie, le conseil d'administration du CCAS se réunit demain matin et forcément prendra cette somme pour l'inscrire. Des questions d'abord sur ce sujet? Pas de questions? Oui, Monsieur Aga, allez-y. Non, mais étant donné, Monsieur le maire, que j'ai toujours voté, toujours voté le budget du CCAS. Oui. Voilà, donc l'avance de subvention, nous votons pour. Vous la validez? OK. Donc, 2.4, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.5, autorisation de transfert d'une immobilisation par affectation directe au budget de la résidence autonomie. C'est l'histoire, non pas des 3 mousquetaires, mais des 3 chaudières. Je m'explique. C'est une écriture technique et comptable, alors accrochez-vous, qui permet de rattacher l'amortissement du groupe de 3 chaudières, c'est les 3 chaudières qui chauffent la résidence autonomie. Résidence autonomie qui est un bâtiment, je le rappelle, forcément communal, municipal. Cette transaction est à hauteur de 47 998 € et 80 centimes. Alors, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement la demande de la trésorerie qui nous dit qu'il convient de transférer la dite immobilisation en affectation directe au budget annexe de la résidence autonomie du CCAS afin que ce budget annexe en assure la gestion et l'amortissement, tout simplement. Donc, on a eu une remarque de la trésorerie qui nous a dit « Attention, ce n'est pas à vous de l'amortir, c'est au CCAS de l'amortir. Donc, il faut transférer l'immobilisation afin de l'amortir. » Voilà, un peu technique le schmilblick, mais les 3 chaudières partent en immobilisation pour le CCAS et pas pour la ville. Des questions sur ce sujet? Pas de questions, on passe au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3.1, direction des ressources humaines, renouvellement du partenariat entre la ville de Vieux-Condé et l'Institut médico-pédagogique Espérandrie de Bonsecours. C'est Madame Caroline Di Cristina qui présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire.
que depuis octobre 2022, la ville de Vieux-Condé a engagé un partenariat avec l'Institut médico-pédagogique L'Espéranderie. Ce partenariat a permis aux résidents de l'établissement de contribuer à l'entretien de certains espaces verts municipaux, notamment en milieu clos, comme la serre municipale ou le jardin botanique. Donc aujourd'hui, nous proposons à l'Assemblée de renouveler cette collaboration qui s'inscrit pleinement dans une démarche inclusive et citoyenne. Merci, Madame Di Cristina. Vous l'avez compris, on avait déjà validé ça chaque année maintenant, et en espérant que ça continuera. Pour information, donc c'est du temps de travail en demi-journée. C'est des bénévoles de la ville qui interviennent chaque mercredi de 9h à midi du service environnement, forcément. Et l'objectif, c'est d'avoir un bénévolat du CCAS qui intervient c'est le jeudi matin, hein, de 9h à midi. Ah, moi j'avais jeudi matin. Ah oui, et jeudi, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc entretien, nettoyage, espace commun, petits travaux de désherbage. Alors pour rappel quand même, ville 4 bénévoles, CCAS 3 bénévoles en 2024 et en 2025, 4 bénévoles pour la ville et 3 pour la même chose en fait pour le CCAS. Il y a d'abord des questions? Oui, Monsieur Francaga. Ma question réside sur cette délibération, parce que je vois, depuis le 26 octobre 2022, les résidents de l'Institut participent à l'entretien des espaces verts en milieu clos, serre municipale, jardin botanique. Donc, mon observation, en me rendant chez Filiéris, au niveau du foyer logement. Nouveau Filiéris, au LFR. Au LFR, j'ai vu qu'il y avait des techniciennes de surface qui venaient de l'ESSAD. L'ESSAD qui font partie de l'API ou de l'ESSAD. Ah, c'est autre chose aussi. C'est autre chose. Oui, parce que. D'accord. Non, mais. Peut-être chez Filiéris. Non, je les ai vus au rez-de-chaussée. Ah, alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez l'APEI, c'est les papillons blancs d'Anzin, qui ont plusieurs bâtiments, y compris à Vieux-Condé d'ailleurs. Oui. Et vous avez l'Espéranderie, qui est un établissement aussi de personnes porteurs de handicap, mais qui n'est pas sous la même rattaché à l'APEI. Non, mais j'ai tout à fait compris. Je dis simplement mon observation. Oui, si. Voilà, mon observation, elle est là. Du fait que j'ai vu des techniciennes de surface. Non, c'est pas le Toudé, c'est encore une autre action. Mais oui, vous avez raison. Mais ça n'a rien à voir avec ça. D'accord. Si mais c'était pour avoir un peu de clarté dans... On n'a pas voté. Ne prend pas part au vote Madame Fabienne Delcourt et Madame Nathalie Emrabé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Donc on va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce beau partenariat. 3.2, participation... 1, 2, 3. Participation à la mutuelle labellisée. C'est Mme Caroline Di Cristina qui présente cette délib. Merci, Monsieur le maire. Donc, la présente délibération a pour objet de mettre en œuvre la participation financière de la collectivité à la protection sociale complémentaire de ses agents, conformément à l'obligation réglementaire qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Il est proposé que cette participation prenne la forme d'un soutien mensuel de 15 € brut par agent dans le cadre d'un dispositif de labellisation afin d'accompagner les agents dans le financement de leur mutuelle santé. Merci. Merci, Caroline, de cette délibération. Vous le savez, c'est une mutuelle labellisée, c'est une obligation réglementaire. Il y a des montants qui sont à minima, je crois que c'est 15 € d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, de participation. Tant mieux, ça vient renforcer une mutuelle qui n'était pas à contribution obligatoire avant ces dates-là. Et voilà pour cet article 3.2 qui bénéficiera aux agents. Je n'ai pas la somme globale. Entre 38 et 40 000 € en fonction des agents, ça se peut qu'il y en ait un de plus. Voilà. Ville et CCAS. Ville et CCAS, les deux. Rassemblés. Parce que cette réglementation est applicable pour les deux entités, bien évidemment. Des questions sur ce sujet, M. Francaga? Entre 38 000 et 40 000 bruts. Bonne question. À 15 € brut, vous vous retrouvez avec 7 €. Oui, mais c'est une participation de mutuelle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit soumise à des taxes employeurs. Ah, c'est à cause de ça que je posais la question. Pas totalement. C'est pour ça que je posais la question, parce que si vous mettez le 15 € brut de participation sur une fiche de paye, oui, non, mais... vous avez la déduction des charges sociales et patronales qui rentrent. Et si vous en êtes d'accord, M. Haga, on ne va pas le crier trop fort, parce qu'au vu des réformes des taxes qu'en ce moment le gouvernement est en train de nous faire, s'ils ne l'ont pas vu ou s'ils l'ont mal vu, tant mieux pour nos agents et tant mieux pour les dépenses de la ville. Parce que... Mais on regardera, en effet...
Non, mais on peut avoir CSG, RDS, on peut avoir plein de cotisations sur ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette participation à une mutuelle labellisée pour nos agents, ville et CCAS. Du coup, on fera la même délib pour le CCAS, parce que c'est deux entités différentes. Le 3.3, modification des tableaux des effectifs, filière animation, ce sont des bonnes nouvelles. C'est Madame Caroline Di Cristina qui les donne. Monsieur le maire. Donc, 6 agents du pôle éducation, jeunesse et sport ont récemment réussi le concours d'adjoint d'animation principale 2e classe. Nous tenons à saluer leur engagement et leur réussite, dont nous sommes particulièrement fiers. Cette réussite permet également la titularisation d'un agent contractuel. Afin de permettre leur avancement, il est proposé à l'Assemblée de créer 5 postes correspondant à ce grade, le 6e poste étant déjà existant. Ces créations de postes prendraient effet à compter donc du 1er décembre 2025. Merci, monsieur le maire. Merci. Et il me semble que les agents sont dans la salle, donc on en profite pour, au nom des 33, les féliciter, puisque, encore une fois, c'est des améliorations dans la filière de chacun d'eux, avec voilà, des examens qui ne sont pas toujours faciles dans l'évolution de carrière d'un agent. Au vu aujourd'hui du statut de la fonction publique et de la mise en danger du statut tout court du fonctionnaire, je trouve que c'est une bonne chose de délibérer sur des promotions voilà, qui sont méritées. Donc félicitations à eux au nom des 33, bien évidemment. Je vous propose de voter le changement de modification des filières. Oui? Monsieur Aga? Non, mais vous avez dit que vous les félicitez au nom de 33. Ah, mais allez-y. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous aussi, on les félicite et j'apprécie aussi leur présence au niveau du conseil municipal dans l'Assemblée, parce que c'est aussi tout le travail éducatif et pédagogique qui doit être amené aussi auprès des enfants. Donc, je les félicite. Exactement. Ça fait même titre aussi, que vous. Ça fait plaisir aussi de voir qu'ils viennent aussi au moment de la notification. Voilà, de cette délibération. D'ailleurs, on va la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Et ben voilà, c'est fait. 3.3 avec, encore une fois, nos félicitations. 3.4. Ah oui, alors désolé, mais il y a des règles qui, des fois, sont historiques. Je ne sais pas de quand elle date, celle-là, mais elle doit être vieille. Ça concerne le SCOT Sambre-Avesnois. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de lien avec la ville de Vieux-Condé. D'ailleurs, demain, en CCAS, rebelote. Concrètement, le CDG du 59, notre centre de gestion, lorsqu'il y a, vous savez que quand on a un centre de gestion, on a des affiliations obligatoires et des affiliations volontaires. Et quand il y a une affiliation volontaire, figurez-vous que les textes font que le centre de gestion, donc le 59, tout le département, donc toutes les entités, il n'y a pas que les communes, les CCAS, les EPCI, etc., doivent donner, une par une, leur avis sous forme de délibération. Et d'ailleurs, on marche sur la tête, mais ce n'est pas très grave. Et donc, on doit délibérer pour acter le fait que le SCOT du Sambre-Avesnois, voilà, la région de Maubeuge, je suppose, en tout cas dans ce secteur-là, le fait d'acter. Et donc, le CDG attend le retour de tout le monde. Alors, je vous rassure, réglementairement, si on ne le fait pas dans le délai de 2 mois, c'est compté pour accepter, c'est pas compté pour annuler. Mais c'est une obligation réglementaire. Donc, mes chers collègues, je vous propose d'accepter que le SCOT de Sambre-Avesnois, on leur fera un peu de pub dans notre secteur, adhère au CDG du 59. Voilà. Des remarques, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. On passe au vote, si vous le voulez bien. 3.4. Qui est contre? Qui s'abstient? Et ben voilà. En tout cas, nous, on aura dit oui, et demain, peut-être le CCS aussi. Il restera je ne sais combien de communes à se prononcer. Direction des services techniques. 4.1. Modification du versement des produits des amendes de la déclaration de mise en location. Vous savez, ce qu'on appelait le permis de louer, qui est une décision politique importante que nous avons prise. C'est Madame Fabienne Delcourt qui présente cette délibération. Non. Je n'ai pas appuyé. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je pense qu'on revient sur une délibération. Je pense que vous vous souvenez qu'elle avait eu lieu à la salle Germinal concernant la position de la ville sur la compétence de la déclaration de mise en location des logements, donc qui dépendait de la loi Elan, où cette compétence nous avait été proposée par Valenciennes Métropole. Nous avions fait le choix de prendre uniquement la déclaration de mise en location du fait des difficultés de mettre en place l'autorisation de mise en location,
puisque celle-ci pouvait amener à certains conflits avec les propriétaires, un texte qui était un peu flou et qui nous perdait un petit peu dans ce système. Donc nous avons mis à jour aujourd'hui la déclaration de mise en location sur tout le territoire de Vieux-Condé. Je pense qu'on peut s'en féliciter aujourd'hui parce que nous avons, je crois, pour l'année 2025, avoir reçu plus ou moins 66 demandes de déclaration de mise en location. Il faut savoir que le service, avant tout, donc le service logement, salubrité, est un service de conseil. Hein, on n'est pas là non plus pour être coercitive sur les démarches que nous effectuons. On apporte d'abord un conseil aux propriétaires dans le cadre de la mise à location de leur logement. Mais se pose aujourd'hui le problème que même malgré nos conseils, malgré les documents qu'on leur demande de fournir, certains restent quelque peu silencieux face à nos demandes. Donc je pense qu'à un moment, il faut amener un côté un peu plus, on va dire, sanctionnel pour qu'on puisse être entendu, puisque on trouve quand même dommageable de mettre en place des dossiers, parce qu'il y a des suivis quand même administratifs très importants, puisque chaque locataire doit amener des pièces justificatifs concernant l'état des lieux, concernant les diagnostics. Bon, donc beaucoup de choses doivent être mises en place, et derrière ça, nous avons des propriétaires. Encore une fois, je ne les mets pas tous, on ne fait pas une généralité, puisqu'il y a de très bons propriétaires qui gèrent bien leur logement et qui gèrent bien tout le côté administratif. Il y a également de bons locataires qui suivent aussi toutes ces démarches, puisqu'un locataire doit réceptionner, doit obtenir un document de réception du propriétaire indiquant que ce logement a été vérifié, qu'il est conforme, et comme ça il peut y vivre sainement, n'ayant pas d'autres problématiques ou d'autres procédures qui arrivent après. Donc au jour d'aujourd'hui, on vous demande de pouvoir verbaliser ces propriétaires, bien évidemment sous un barème. Donc aujourd'hui, on est sur une modification de la délibération, sur un barème qui sera mis en place ultérieurement et qui a été bien évidemment établi, ça plus en généralité avec les autres communes, puisque on essaye de rester sur les mêmes barèmes que les autres communes selon la gravité du propriétaire et des démarches qu'il n'a pas effectuées. Il faut savoir aussi que ça a été modifié. Alors ça a été modifié puisque cette compétence au départ appartenait à Valenciennes Métropole. Cette compétence, elle était donc instruite par la ville. Elle était ensuite étudiée par Valenciennes Métropole. Et les verbalisations, quand elles avaient lieu, elles étaient reversées au service de l'ANA. Aujourd'hui, tout a été rechangé, ce qui veut dire c'est la ville qui instruit, c'est la ville qui vérifie le dossier et c'est la ville qui récupère les fonds des verbalisations. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir voter cette délibération. Merci. Merci Fabienne. D'ailleurs, information complémentaire, on doit se réunir bientôt avec aussi nos agents assermentés et notamment aussi la police municipale qui a une accréditation suite à une formation. Tout ça est voilà, police de l'urbanisme, merci, je cherchais le nom. C'est déjà depuis un certain temps, c'est ce qu'on appelait avant le permis de louer. Le but, c'est de lutter contre les marchands de sommeil, d'avoir, comme tu le disais, des bons propriétaires et aussi des bons locataires. Ça va dans les deux sens, c'est un échange. Et on a vu certains logements avec un panneau à vendre, alors qu'avant, il y avait des panneaux en location, et puis des gens qui étaient accueillis dans des conditions sans moyens, sans défense, sans quoi que ce soit. Ces bâtiments ont été vendus par les marchands de sommeil, puisqu'ils sont partis, et tant mieux, c'était l'objectif. Et ces bâtiments sont rachetés par des familles qui s'installent, qui font des travaux, et ça redevient un bâtiment, on va dire, sain. Et voilà, c'est un peu l'objectif aussi de faire cette chasse aux marchands de sommeil. Je tiens à signaler une chose aussi très importante que Fabienne a dit, c'est le travail fait en équipe, entre guillemets, entre les villes, pour ne pas avoir de différence ou d'écart, et que des marchands de sommeil, puisque je les appelle comme ça, et c'est eux qu'on ne veut plus, on veut des bons propriétaires, et forcément on aura des bons locataires si on a des bons propriétaires, c'est que les villes voisines soient sur la même, ce qu'elle disait tout à l'heure, sur la même tranche, sur les mêmes montants, pour dissuader la personne, au moins sur le pays de Condé. Et peut-être qu'un jour, ça redeviendra à des barèmes nationaux qui inciteront les gens à ne plus faire du marchand de sommeil, entre guillemets. En tout cas, oui, bien sûr.
justement, on est content en fait d'avoir mis en place la déclaration, puisqu'il y a au jour d'aujourd'hui, nous avons des villes qui reviennent en arrière et qui, eux, avaient mis en place l'autorisation et qui se rendent compte que c'est un système très compliqué à mettre en place, puisqu'il y a un délai d'inspection des logements qui est très court et qui, si malheureusement la ville n'a pas répondu à ces demandes, voilà, elles sont tacitement acceptées. Donc c'est là où ça cause problème. Et aujourd'hui, Valenciennes, qui eux, pour leur compte, n'ont pas pris tout le Valenciennois, mais se sont restreints au centre-ville de Valenciennes. Et on a la ville aujourd'hui de Anzin, qui est une référence au niveau logement et au niveau des insalubrités, qui eux, par contre, font machine arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'il faut beaucoup de personnel pour mettre en place, puisqu'ils ont apparemment beaucoup de vendeurs de sommeil, comme on les appelle, et voilà, et qui reviennent aujourd'hui sur la déclaration de mise en location. Merci. Des questions donc le barème sera communiqué par arrêté ensuite, c'est ça? Le barème des amendes, on peut l'appeler comme ça? Oui, on a déjà plus ou moins établi avec les autres communes. Alors ça dépend des personnes qui n'ont pas, des propriétaires qui n'ont pas donné leur justificatif, ça pourrait être 1 000 €. Voilà, ça monte comme ça crescendo en fonction de la gravité, du dossier. Ok, merci. Des questions ou des observations sur cette délibération importante? Oui, Monsieur Francaga. D'abord, tout d'abord, je remercie Fabienne pour son explication et les détails qui a été donné par rapport à cette délibération de déclaration de mise en location. Est-ce que c'est un lien avec la délibération que nous avons prise pour le permis de louer? Parce que, non, mais j'explique aussi, parce que par rapport au permis de louer, à l'époque, Fabienne, quand tu nous as expliqué la délibération, que la ville était signataire, depuis 2009 déjà, la ville était signataire aussi de Mousse Insalubrité avec la caisse d'allocation familiale. Il y avait l'APL qui était bloquée lorsque les gens n'exécutaient pas les travaux. Donc ça vient en complément du permis de louer. Alors déjà, bien évidemment, on a toujours cette convention, comme tu dis, qui était déjà existante en 2009, donc que nous avons reconduit. Cette convention, elle permet à un agent de la ville, c'est pas qu'elle permet, c'est que la CAF nous sollicite pour aller visiter des logements dont les droits ont été ouverts. Donc ça, bien évidemment, ça reste d'actualité. Alors j'aime pas trop ce principe justement d'arrêt de l'APL, parce que ça met encore plus la famille en difficulté, puisque la part à charge de la famille, elle est dans cette contribution. Donc ça les met encore plus en difficulté. Soit c'est comme ça que c'est fait. Ça permet peut-être aussi aux familles de prendre conscience que quand on a un loyer, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Et ça vient, donc ça dépend bien évidemment du permis de louer et de la loi Allure que nous avions discuté et nous avions bien échangé sur le sujet en 2021. Et là, on est bien évidemment sur une continuité en fait des thématiques qui sont apportées sur la loi Elan. On a répondu à vos questions. On passe au vote si vous... Oui, Monsieur Aga. Mais je vois... Oui, si, ça s'est allumé. Dans l'article 9, qu'on parle des montants d'une amende au plus égal à 5 000 €. Donc... Oui, c'est gradué. C'est crescendo, en fait. Donc plus égal, ça veut dire que ça serait vraiment la finalité, la somme la plus importante. Je veux dire, on ne souhaite pas, bien évidemment, en arriver là. C'est pour ça que j'ai bien expliqué que nous étions un service d'abord de conseil et de prévention et qu'on était quand même largement flexible. Ce qui veut dire on aide les propriétaires, on leur donne tous les renseignements qu'il faut et malheureusement, on tombe encore aujourd'hui sur des propriétaires, parce qu'il faut savoir que les propriétaires sont parfois hors département. On en a quand même beaucoup. Oui. Et c'est très difficile de pouvoir les joindre et de leur expliquer la difficulté de leurs locataires. Donc ça monte, oui, crescendo, comme j'expliquais, un manque de diagnostic, un manque de bail, un manque d'état des lieux. Ça peut être 1 000 €, ça peut passer à 2 000 si la personne n'a pas respecté le délai pour le récépissé. Voilà, ça peut monter crescendo. Et le maximum, oui, ça peut arriver à 5 000 €. Donc on maxi à 5 000. Oui. Qu'est-ce qui décide du montant de la strate et de la difficulté? La personne assermentée a dressé le procès-verbal. D'accord. Donc en prenant cette délibération et cet arrêté, excuse-moi Fabienne, mais c'est un peu comme la police, quoi.
Ah bah, je veux dire, c'est un peu comme non, mais c'est un peu comme les amendes de police où avec un téléphone au volant, c'est tel tarif, un manque de stationnement, c'est tel tarif, c'est voilà, c'est comme ça. Ça apparaissait déjà. Je veux dire, dans cette thématique de déclaration de mise en location qui a été faite dans le cadre de la loi Elan, ça existait déjà, le barème. On ne l'a pas mis en place tout de suite. On a attendu que Valenciennes Métropole le vote. Voilà, donc ils l'ont voté, je pense, ici en 2024. Oui. Et personnellement, je pense qu'il y a tout intérêt à agir de cette façon. Nous n'avons aucune crédibilité auprès des propriétaires scrupuleux qui n'hésitent pas à ne pas répondre, qui le font d'ailleurs. Certains, on aurait pu déjà entamer entre 4 et 5 procédures si on l'aurait souhaité. On ne l'a pas fait. On essaye encore de patienter et de voir s'il y aura une réponse du propriétaire. Il faut savoir quand même que ça laisse les locataires dans des positions très compliquées. On laisse des locataires qui pourtant payent leur loyer sur des logements qui ne répondent pas aux normes énergétiques, qui mettent des fois des familles sans chauffage. Ou ça va loin. Donc si on n'est pas crédible, si on n'avance pas des sommes concrètes pour qu'ils comprennent qu'ils doivent respecter leur rôle de propriétaire, je veux dire, on n'y arrivera pas. Et le terme exact, c'est police de l'urbanisme. Donc en effet, il y a une notion de police et d'amende, du coup. D'autres questions? Oui? Est-ce que ce levier est actionné aussi pour les bailleurs sociaux? Non. Les bailleurs sociaux ne sont pas concernés par la loi. Alors, les bailleurs sociaux ne sont pas concernés par la mise en déclaration des logements, mais ils sont également concernés par l'indécence et l'insalubrité. Ah oui, ça veut dire, voilà, on effectue les contrôles autant chez les bailleurs sociaux que chez les propriétaires privés. Bien sûr. Ça, c'est d'office. Mais ils ne sont pas concernés par cette réglementation-là. On passe au vote, si vous le voulez bien, du 4.1. Donc, c'est la modification du produit des amendes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le 4.2, c'est la prise en charge par Valenciennes Métropole des études énergétiques pour la mairie de Vieux-Condé. Je crois que c'est le deuxième bâtiment, si je ne dis pas de bêtises, en termes de diagnostic. Donc là, on parle de l'hôtel de ville, ici. Qui est le plus énergivore, donc le plus consommateur et le moins isolé, du coup. Sachez que dans le plan climat, air, énergie, le PCAET, vous savez, je suis président de cette commission avec Régis Dufour-Lefort qui dirige ce plan climat. Nous avons la possibilité pour les communes de plus de 5000 habitants d'aller jusqu'à 3 audits énergétiques. Donc l'audit énergétique, c'est la première phase avant de faire quelque chose, de diagnostiquer, un peu comme on peut le faire dans un domicile d'ailleurs, les performances énergétiques, alors plutôt les mauvaises performances énergétiques, j'ai envie de dire, d'un bâtiment. On avait déjà eu un premier pré-diagnostic. Pour ceux qui se souviennent d'ailleurs, il y avait eu aussi une cartographie aérienne, il fut un temps. On avait partagé avec la CAPH, c'était un avion et c'était avec des caméras infrarouges qui montraient les déperditions de chaleur et les gens pouvaient aller voir sur un plan leur maison, leur toiture, etc., si c'était isolé ou pas. Là, c'est au niveau du patrimoine communal. Donc les 35 communes sont concernées et selon les tranches, là, nous, on est à plus de 5000 habitants, puisqu'on est à 10 000 habitants. On a le droit à 3 audits énergétiques pour les bâtiments de la commune. Donc là, la volonté, c'est de faire celui... on commence par les plus énergivores, ceux qui consomment le plus, et donc ceux qui sont le moins isolés, ou en tout cas sur lesquels on peut faire des efforts, et pour lesquels on pourrait être éligible à des fonds ENR. D'ailleurs, au prochain conseil communautaire, on va parler de fonds ENR. La ville de Vieux-Condé a porté candidature. On verra si la délibération elle sera prise, mais je suis plutôt confiant parce qu'il y a beaucoup de communes. Je pense que tous les élus vont le valider. Donc il y a un fonds ENR de d'1 million d'euros de Valenciennes Métropole que j'ai l'honneur de présider sur ce fonds et cet arbitrage. Et puis il y a le fonds vert aussi de l'État. Même si je suis dans l'incapacité de vous dire s'il sera toujours vert et s'il y aura toujours de l'argent à partir de l'année prochaine, selon le vote du budget du gouvernement, s'il y a vote. En tout cas, voilà, l'objectif là, c'est de délibérer pour la prise en charge par l'agglo d'un diagnostic énergétique pour le bâtiment hôtel de ville. Et s'il est choisi, c'est parce que c'est un des pires. Des questions sur ce sujet? Oui, M. Francky Lefebvre. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Donc là, c'est grâce à l'aide du PCAET, comme on dit. Plan climat, énergie, territoire, oui, bien sûr. Est-ce que sur le mandat, il y a eu d'autres bâtiments qui ont été diagnostiqués?
Oui, il y en a eu 2, je crois. À mon avis, c'est le 3e, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus l'ordre et les dates. Il y a le complexe sportif, c'est sûr. Et je crois l'école Pierre... non, l'école du Rieux, qui nous a permis ici de valider le fonds vert à 300, je ne sais plus combien. Je veux dire 350 000, mais je suis pas là, 370, un truc comme ça, qui nous a permis d'être éligibles au fonds vert parce que ces dossiers d'audit énergétique, je vous le rappelle, sont déposés après auprès d'entités, soit par nous, soit par l'AGLO, selon le porteur du fonds, pour devenir éligibles à tout ou partie. Voilà. Vous le verrez au prochain conseil communautaire, je ne peux pas me permettre d'avancer une délib, mais les prises en charge sont de 50% de reste à charge des communes. Hein. Oui, alors oui, l'AGLO aussi a ses bâtiments à eux. Et pour nous, on est concerné sur le dojo. Parce que je vous rappelle que le dojo appartient à l'AGLO, n'appartient pas à la ville. Et on a aussi, mais là, ça n'a rien à voir, mais je le dis dans la lignée, on a pratiquement 5 millions d'euros de travaux au Boulon, parce que là, tout le monde connaît le Boulon, hein, ces toitures en verre qui datent il y a longtemps. Voilà, on chauffe un peu le ciel, mais ça, c'est l'AGLO, hein, c'est propriété de l'AGLO. Et je crois qu'il y a une participation région et Valenciennes Métropole, si je ne dis pas de bêtises. Là, en l'occurrence, c'est pour l'hôtel de ville uniquement. Le complexe a déjà été fait. C'était le plus énergivore en premier, je crois. Enfin, les salles, hein, du complexe. Merci. Merci. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Le 4.2, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. 4.3, c'est une prolongation de bail avec l'association Espoir. C'est Madame Fabienne Delcourt qui présente cette délibération. Enfin, je vais dire enfin sur ces 3 logements. Je pense que vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on les passe. On a renouvelé 3 fois donc le bail de ces logements. Je pense que ces logements, donc, dans un premier temps, sont 3 logements qui appartenaient à la ville et qui ont été transmis par bail à l'association Espoir dans le cadre d'un chantier de réinsertion. Un chantier de réinsertion qui a été très bien fait. Hein. Je veux dire, l'idée était très intéressante de fonctionner de cette façon. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même réfléchir au fait que la ville n'a pas vocation à faire du locatif. On a des associations autour de nous, des agences, des bailleurs sociaux qui, eux, ont toutes les compétences pour reprendre cette location. Donc au jour d'aujourd'hui, on reconduit le bail de ces logements jusqu'à fin d'année, mais pour, j'espère, ne pas la voir revenir en 2026, puisque un bailleur s'est positionné. Donc voilà, ça a pris du temps, ça a été des dossiers à monter, ça a été l'attente de voir un bailleur social se positionner sur ces 3 logements. Ça a été fait, c'est Maison Cité qui s'est donc positionné sur ces 3 logements. Donc pour vous donner un petit peu d'informations sur ces logements, je crois que c'est important. On a donc le 230 rue Carnot qui à ce jour est libre. Donc c'est un logement qui a été qui s'est libéré suite à l'attribution d'un logement par cette famille. Hein, donc ils sont chez Partenord. On a donc le 234 qui est toujours occupé, mais dont la dame ayant un enfant à charge a fait également une demande de logement social. Et on a ensuite le 240 qui est occupé également, où là c'est un peu plus difficile puisque le couple qui est dans ce logement a 4 enfants à charge et on sait qu'aujourd'hui sur la ville de Vion-Caudet, obtenir un type 5 c'est quand même relativement difficile. Mais toutefois, donc Maison et Cité qui s'est positionnée sur ces logements a tout nous explique simplement qu'il reprendra les familles qui sont présentes sur ces logements. Il va donc utiliser le logement qui est vide au jour d'aujourd'hui pour un fonctionnement temporaire, ce qui veut dire les familles pourront basculer sur le logement juste à côté le temps qu'ils effectuent les travaux, puisqu'ils vont effectuer pas mal de travaux. Et par la suite, ils réintégreront leur logement. De ce que l'on peut savoir aujourd'hui, les familles sont éligibles à ces logements-là en fonction de leurs ressources, puisqu'il faut quand même savoir aussi que beaucoup de logements, ou on va dire la totalité des logements, sont quand même conventionnés par des financements des bailleurs, et c'est là où ça devient difficile, puisque dépendant de chaque conventionnement, on peut y intégrer des familles avec des ressources différentes. Donc c'est toujours un casse-tête pour attribuer un logement en fonction des critères, de la composition de ménage et de l'étude financière. Soit. Donc au jour d'aujourd'hui, Maison et Cité s'est positionnée. C'est vraiment très intéressant pour nous. En toute transparence, ils ont donc racheté, ils vont donc racheter. On espère quand même qu'il y aura une finalité. Il faut savoir que dans le cahier des charges, nous avions demandé qu'un de ces logements reste un logement d'urgence.
Ça avait déjà été demandé d'ailleurs par l'équipe en place, je pense, il y a plusieurs années. Et vous êtes ensuite revenu sur votre décision, soit pour plus mettre la barre sur le chantier d'insertion. Donc, c'est notre demande. Il faut absolument qu'on ait un logement d'urgence supplémentaire qui va correspondre à des familles. Voilà, donc la base de l'achat de ces logements, elle est faite bien évidemment sur le prix des domaines. Voilà. Donc, en toute clarté, le 230 est évalué entre 90 000 au plus haut et 81 000 au plus bas. Le 234 est évalué à 96 000 au plus haut et à 86 000 au plus bas. Et le 240 est évalué à 83 000 au plus haut et à 74 000 au plus bas. Voilà, donc ce qui ferait une vente entre 269 000 euros et 241 000 euros au plus bas. Voilà, donc on vous demande aujourd'hui de bien vouloir valider la reconduction du bail. En attendant, on espère l'acte de vente. Merci Fabienne pour ces explications complémentaires. Avez-vous des questions dont vous l'avez compris, on prolonge là pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois. Oui, bah là on allait jusqu'au 31 décembre. Là ça va jusqu'au 31 décembre. Oui, donc c'est ça, donc 6 mois. En juin 2026. Oui, c'est ça. Le temps que la vente se fasse, ou le rachat plutôt. On va passer au vote. 4.3, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. 4.4, échange de terrain avec une soulte en faveur de la commune dans le cadre d'une régularisation foncière. C'est M. Germain d'Absence qui nous présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Hitz est propriétaire d'un bien situé aux résidences des Rosiers. Il a aménagé un FC pour accéder à sa propriété en empiétant sur une parcelle communale. Le plan de bornage a été établi et confirmé un empiètement de 21 mètres carrés sur le terrain communal. Ce plan relevait également un empiètement de 2 mètres carrés dans la commune sur la propriété de M. Hitz. Il convient donc de procéder à un échange de la parcelle de 21 mètres carrés appartenant à la commune avec des parcelles cadastrées de 2 mètres carrés appartenant à M. Hitz. Après avoir consulté le service de dolmen, la valeur de la soulte de M. Hitz à la commune s'élève à 427,50 €. Merci, Monsieur le maire. Merci, Germain, pour cette délibération. Vous l'avez compris, c'est un échange de foncier où les intérêts de chacun sont respectés et la volonté surtout de chacun pour pouvoir bénéficier de cet espace foncier. Des questions sur ce sujet? Pas de questions, on passe au vote si vous le voulez bien. Le 4.4 qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. 4.5, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Alors, quand j'ai vu cette délib, je vous explique. Le département du Nord et la province du Hainaut, donc nos amis belges, ont décidé de développer des offres touristiques qui valorisent et qui relient les espaces naturels déjà existants dans notre patrimoine avec ce qu'on appelle un RPN, un réseau de points nœuds, avec un trait d'union, point nœud, voilà. Ce développement se fait dans le cadre du projet européen, accrochez-vous, européen qui s'appelle Henriette, comme le prénom. Jusqu'à là, tout va bien. Mais quand on regarde Henriette, ce que ça veut dire, alors c'est parti. Donc Henriette, c'est Hainaut, Cambrésis, espace, nature et réseau d'itinérance entente pour un tourisme transfrontalier éco-responsable. Vous pouvez ensuite reprendre votre respiration parce qu'il n'y a pas de virgule entre les deux. C'est le projet Henriette qui rassemble les partenaires français et belges autour d'un objectif commun, renforcer l'offre d'itinérance pédestre, les promenades à pied si vous préférez. L'objectif, c'est de mettre en place une signalétique des chemins, de les cartographier un peu mieux, de les identifier un peu mieux et de faire un lien sur l'ensemble d'un territoire et d'un réseau où quelqu'un pourrait, au lieu de tourner en rond, voilà, je vais le dire comme ça, au lieu de tourner en rond, d'être en capacité d'aller vers des lieux qu'il ne connaîtrait pas parce qu'ils seraient fléchés, bornés, etc. etc. Donc voilà, le projet européen, c'est porté par l'Europe, qui s'appelle Henriette, félicitations à elle,
et donc proposer à cette honorable assemblée. C'est important parce qu'il y a plein de projets différents, en dehors du nom qui est sympa, mais il y a plein de projets différents sur les chemins pédestres et les balades qu'on peut faire. Il y a Boucle Nesco, il y a les chemins de halage, enfin les anciens chemins de halage de long de l'Escaut, là où on tirait les bateaux avec les péniches, avec les chevaux, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qui sont portées par différents programmes. Il y a nos amis belges aussi qui font aussi ça. Il y a Valenciennes Métropole qui porte les boucles UNESCO, avec le jeu de mots de l'Escaut. Il y en a qui ont été faites, il y en a d'autres qui n'ont pas été faites sur notre secteur. Il y a le chemin des Gueules Noires aussi sur notre secteur cette fois-ci. Là, c'est pas l'agglo, c'est le département. Tout ça était un peu chacun de son côté. L'idée et chez nos amis belges, c'était un peu aussi ce principe-là. Les entités étaient différentes et les financeurs aussi. On a un étage qui est au-dessus, qui est l'Europe, et l'idée, c'est de se servir du fonds européen pour essayer de cartographier tout ça et de montrer aux gens sur un seul et même plan, on va le dire comme ça, la capacité de pouvoir, oui, vous l'avez d'ailleurs, excusez-moi, vous l'avez ici, la capacité de pouvoir se déplacer dans des lieux. Des fois, on se dit, tiens, ce chemin, je ne sais pas où il va. Il n'est pas cartographié sur des GPS, parce que ce n'est pas du chemin qu'on prend en voiture, mais il est cartographié sur des cartes multimédia qui seront à disposition et qui permettront aux gens de faire une balade et de se dire, je sais au moins où je vais si je prends ce chemin-là. C'est quand même plutôt rassurant. Donc voilà le programme de cette chère Henriette qui nous vient de l'Europe. Avez-vous des questions sur ce sujet? Monsieur Franck Aga. Je n'ai pas de question, mais plutôt une intervention. Dans les années 90, monsieur le maire, oui, c'est vrai que dans l'histoire, j'ai aussi travaillé au Parc naturel régional. Oui. Pendant 2 ans. Oui. Voilà. Et il y avait... C'était Daniel à l'époque, le président. Daniel Millot. Oui. Et à l'époque, l'ENR, donc l'espace naturel régional, dont le président était monsieur Copin et monsieur Millot, oui. Donc au niveau du PNR, il y avait donc ces chemins de randonnée. Qui étaient déjà inscrits et balisés. Et qui passaient, donc, comme vous dites, le chemin de halage, dans les drèves, au niveau des forêts, que ce soit celle de Bon Secours, comme la domaniale de Saint-Amand, qui arrivait jusqu'à Vred, du côté du Rielet, où était M. Millot comme maire. Exactement. Donc là, on revient sur un projet d'envergure européen. Mais moi, ma question, elle est toute simple. Puisque tout à l'heure, vous avez cité la boucle Nesco, vous avez cité... Voilà, tous les chemins de randonnée, soit qui sont pris en charge par le département, soit qui sont pris en charge par Valenciennes Métropole. Et malheureusement, la boucle Nesco, je m'en souviens que M. Guy Bustin, maire à l'époque, voilà, c'était un peu fendu la poire lorsque le chemin s'est arrêté à Chabot-Latour. Oui. Voilà, l'entretien de la boucle Nesco. Qui n'existe pas et qu'il devait y avoir la deuxième phase qui devait prendre à partir de Chabot-Latour jusqu'à Ernie, en arrivant pour aller vers Tournai, Brunéo et Tournai, et que tout ça, ça a été arrêté. Donc aujourd'hui, on nous présente un nouveau plan européen, et j'espère que tout ce dont on parle sera inscrit à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, elle est où? Elle est sur l'entretien de ces espaces-là. Aujourd'hui, qui entretient? À Vieux-Condé, on a ce même souci, et M. Picard sait très bien, parce que je l'interpelle 2 ou 3 fois par rapport au... Et on a cette chance de cette mobilité douce. On a cette chance d'avoir sur Vieux-Condé cette mobilité douce qui permet aux gens de pouvoir faire des randonnées et se balader le week-end. Et on se retrouve dans des périodes données où ces chemins ne sont pas entretenus. La responsabilité, le plus souvent, lorsqu'on rencontre les randonneurs, porte la responsabilité à la commune. Oui. Alors que ce n'est pas la responsabilité de la commune, c'est la responsabilité du département. Et je me dis que le département aujourd'hui entretient avec un phasage des routes départementales. 2 fois, ils le font même 3 fois dans l'année. Ah oui. Alors, 3 ou 4 fois dans l'année. Et ils ne font pas le chemin. Et ils ne font pas le chemin. Ouais, voilà. Et donc, à un moment donné, je pense qu'avec cette délibération que vous venez de nous proposer, dont on est tous d'accord, c'est de voir aussi, à un moment donné, quel levier qu'on a pour responsabiliser. Parce que les jonctions, elles peuvent se faire naturellement sur une carte, c'est facile. Oui. C'est facile de faire la jonction entre Péroué et Bon Secours, et puis d'arriver jusqu'à Douai. Mais à un moment donné, pour l'entretien, je pense que autant les élus, autant le conseil régional que le conseil départemental, parce que la région aussi propriétaire de certains espaces, autant les voies navigables, que tous puissent se mettre autour de la table et réfléchir sincèrement à l'après, parce qu'on a attribué justement dans un beau dispositif, parce que là on parle de l'Europe, est-ce qu'on va chercher au niveau de l'Europe
avec sûr. un intérêt des moyens pour nous entretenir ces espaces. Voilà. Je vous rejoins totalement sur deux sujets. D'abord, l'entretien. Tout le monde est persuadé, en effet, que c'est la ville. Et non, ce n'est pas la ville, c'est le département. Il y a eu des conventions à l'époque qui ne sont pas appliquées aujourd'hui, qui ne sont pas respectées aujourd'hui par le département. Alors, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur le département parce que leurs dotations sont catastrophiques. On sait ce qui nous attend, hein. Les prochains mandats et les prochaines années budgétaires des communes et des agglos aussi. On sait, on va ensemble participer avec nos collègues conseils communautaires au prochain rapport d'orientation budgétaire, et celui de Valenciennes Métropole ne va pas être piqué des verres puisque là, le budget va être voté avant le 31 décembre. Une chose importante sur le pays de Condé, quelle que soit la personne qui sera assise à cette chaise, j'allais dire à cette table, à cette chaise, à l'avenir, j'espère, et je sais qu'on fait cause commune, monsieur Aga, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je sais qu'on fait cause commune sur ce sujet. Moi, j'ai toujours eu cette vision Chabot-Latour, tourisme. Voilà, Chabot-Latour, tourisme. L'artère, le Jard, notre veine vieux-condéenne, et, merci, et l'étang d'Amaury, qui aujourd'hui a fait sujet de plein de débats au parc. Je vous rappelle que le plus gros morceau de l'étang, c'est pas un jeu de mots, hein, c'est en termes de carte, de l'étang d'Amaury et sur le côté vieux-condéen. Hein. Je vous rappelle aussi que pendant une réunion du parc, sans viser personne, mais quand même pendant une réunion du parc, c'est, je crois, Caroline qui était présente à nos côtés, et il y avait un bureau d'études qui expliquait comment ils allaient installer une nouvelle base de loisirs pendant un débat, et c'est la ville de Vieux-Condé qui a pris la parole en disant « Mais attendez, vous êtes sur les territoires de la commune de Vieux-Condé, vous êtes trompé dans votre carte, ils étaient persuadés d'être sur Ernie. » Donc ils présentaient le projet à la commune d'Ernie, c'était sur notre commune. Bon, c'est des bureaux parisiens, j'ai rien contre les Parisiens, à part le foot, mais en dehors de ça, voilà, chacun a sa place. Moi, je pense, et j'ai toujours cru, et peut-être que ce type de projet porté par l'Europe, parce que je pense qu'il n'y a plus que là qu'il y a moyen d'être porté, je pense qu'on pourrait être en capacité de requalifier tout ça, y compris l'étang d'Amaury. Je ne dis pas que ce qui a été décidé est mauvais, je dis qu'on aurait pu avoir une réflexion plus globale et dézoomée. Aujourd'hui, la fermeture de l'étang d'Amaury, j'ai encore rencontré les chasseurs il y a peu de temps, il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, qui me disent aujourd'hui on veut déplacer nos huttes de l'étang d'Amaury. On n'a jamais eu de problème avec les chasseurs, les pêcheurs, la voile, les classes de découverte qu'on faisait. On était gamins, on y allait à l'étang d'Amaury. On nous a dit c'est dangereux, faut raser, faut virer le béton, faut laisser Mère Nature faire les choses. Non, faut contrôler les pousses pour être en capacité demain de faire un projet pédagogique sur l'étang d'Amaury, d'avoir un lien ludique avec le Jard sur la ville de Vieux-Condé et d'avoir un lien de loisirs avec Condé. Et là, on a un projet qui est porteur sur 3 communes et qui pourrait rentrer dans le projet européen Henriette ou un autre, mais vous avez raison, et on aurait le fil de l'eau comme le fil, ce qu'on appelle le cycle de l'eau à l'agglo, qui gère GEMAPI, hein, les gestions des milieux aquatiques. On aurait un fil porteur de projet où on pourrait développer du loisir et du tourisme, du vélo, des barques traditionnelles. Hein, voilà. Je pense à l'Amandinois où ils le font. Ils font même des petits bateaux électriques où on est capable aujourd'hui, et ils ont fait des travaux pour le faire, on est capable de se balader avec des gamins l'été. Voilà. Je pense que la réflexion sur Amaury n'a pas déclenché une réflexion globale. Je pense qu'on n'a pas été assez concerté, assez mis autour de la table, même si le parc fait son travail, hein, je le reconnais, et que lui aussi il est pris à la gorge parce qu'il y a des dotations. Mais vous avez raison, ces plans-là entourent l'ensemble de ce qu'on vient de dire. Hein. Ils sont là, hein. On les voit tous les deux là, et nous au milieu. Et je pense que si on rajoute l'eau en termes de déplacement pédestre et de diverses activités, quand on pense à nos seniors, à tous nos associations sportives, pas qu'à Vieux-Condé, hein, nos associations de marcheurs, à Fresnes, à Condé, à Ernie, etc., et puis nos écoles, nos centres de loisirs, la vache, on a un truc d'enfer. Enfin, je veux dire, on est label fleuri pour la ville de Vieux-Condé, pour Condé, etc. Et là, on a laissé un endroit où moi, je suis sûr que dans 4 ou 5 ans, je parle de l'étang d'Amaury, hein, bah, le département va lâcher l'affaire. Hein. Ils ont perdu 30 millions, je crois, en termes de dotation, il me semble. Je crois que ça doit être un truc dans ce genre-là. Les premières choses qu'ils vont faire, c'est ça. Donc, je vous rejoins totalement. Et j'espère, quelle que soit la personne qui sera derrière ce micro demain, que cette personne continuera. Il y avait un projet, hein, du temps, Jacques est toujours là, du temps de Jacques Schneider, il y avait un projet, un bouquin de 160 pages sur cette idée, et je pense qu'elle peut être rassembleuse et porteur de projet et potentiellement éligible à l'Europe. Je vous en prie.
Monsieur Francaga. Nous nous sommes croisés dans les couloirs de Valenciennes Métropole. Tout à fait. Et en tant que conseiller communautaire, donc faisant partie de la commission 7, il y a une étude, monsieur le maire, mais monsieur le vice-président de Valenciennes Métropole, il y a une étude qui va être faite pour pouvoir classer Chabot-Latour comme 6e site minier UNESCO. Ouais. Et j'ai trouvé ça quand même un peu aberrant parce que Chabot-Latour, issu donc des mines, hein, parce que des effondrements des mines, oui. Amaury, c'est oui. l'effondrement des mines, oui. et qu'on soit à Valenciennes Métropole à discuter du développement et de pouvoir classer Chabot-Latour dans le cadre du bassin minier UNESCO comme Waller, Sarambert, comme pas mal de sites miniers reconnus, ouais. Et qu'à un moment donné, on nous laisse Amaury dans cet état-là. Eh bien, on se rejoint. Ouais. Parenthèse fermée, oui, il faut voter. Oui, on va voter, pardon. 4.5, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour Henriette, qui est un programme. On passe au 5e chapitre, direction de la culture et de la vie associative. On va parler de convention de partenariat entre la Maison des Arts de la ville de Vieux-Condé, forcément, et le lycée du Pays de Condé. C'est monsieur Jean-François Smith qui nous présente cette délibération. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit ici de bien vouloir approuver l'établissement et la signature par vous-même d'une convention annuelle entre le lycée du Pays de Condé et la Maison des Arts, afin de développer les échanges de compétences, la pratique artistique et l'ouverture culturelle des élèves. Je vais y arriver. Donc, le chef de projet de la Maison des Arts pourra intervenir ponctuellement au sein du lycée pour relayer la communication des événements culturels de la ville. La convention prévoit également un accueil trimestriel des élèves, des ateliers musique et théâtre pour des répétitions ou des initiations techniques, donc studio, scène, etc., et la mise à disposition de l'auditorium pour le concert annuel de l'atelier musique du lycée. L'accès privilégié aussi au temps d'échange, masterclass et représentations programmées dans l'agenda culturel de la Maison des Arts. Merci. Merci, vous l'avez compris, c'est des passerelles qui se font, comme dans d'autres territoires d'ailleurs, avec le lycée du Pays de Condé, où forcément la plupart de nos jeunes, en tout cas une majeure partie, vont au lycée, voilà, au Pays de Condé, et de faire le lien et le trait d'union avec la Maison des Arts, qui propose des programmations et des passerelles culturelles, comme on le fait déjà dans d'autres sujets. Avez-vous des questions sur ce sujet? Monsieur Charles Aga. Oui, merci, monsieur le maire. Ma question, elle est en lien avec la convention qui nous a été distribuée. Il est noté initiation aux équipements techniques, studios, scènes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, à la Maison des Arts, on dispose de différents équipements techniques qui peuvent être détaillés, du coup, pour répondre à ce entre parenthèses de la convention, entre guillemets? Jean-François? Oui, pardon. Dans le projet qui vous a été remis d'ailleurs, je crois qu'il y a un listing un peu de tous les équipements, et dont la création d'un studio qui est en train d'être monté. Non? Oui, il est en train d'être créé par le chef de projet. Sauf erreur de ma part, je prends un exemple, hein, juste pour voir si on parle bien de la même chose. C'est par exemple apprendre aux jeunes à installer une scène, un système scénique, le brancher, les réglages, etc. etc. C'est un des programmes pédagogiques avec le lycée, puisqu'on a une partie du lycée qui est sur cette filière-là et ça les intéresse. C'est une filière qui apparemment prend naissance, où il y a beaucoup de demandes en termes d'emploi. Donc voilà, ça permettrait d'être en capacité de pouvoir monter une scène, je vais le dire comme ça, c'est pas le bon terme, mais et demain d'obtenir des diplômes de techniciens pour être en capacité de le faire, pour leur avenir. C'est un exemple. Allez-y. Du coup, oui, en effet, sur le projet qui nous a été délivré par les services de la Maison des Arts, je suppose, et qui nous a été transmis par les services généraux, est très complet. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion, mais je remercie les différents services de nous avoir transmis ce projet. Ma question aussi est en lien avec les intervenants, les différents intervenants, puisqu'il va y avoir différents cours qui vont être mis en place pour répondre à différents arts au sein de la Maison des Arts. Est-ce que, du coup, vous prévoyez que des intervenants de la ville initient à la pratique avec, outre le chef de projet, hein,
qui est le directeur de l'école de musique, si je comprends, enfin de la Maison des Arts, si je comprends bien. Ça n'inclut que le chef de projet et surtout en même temps ça permet au lycée d'avoir pouvoir venir à la Maison des Arts pour comment dire, réaliser comme c'était marqué annuellement une représentation. Voilà, c'est plus une mise à disposition aussi du lieu, mais qui permet de faire connaître la Maison des Arts au niveau des lycéens. Ils vont monter un projet sur une période scolaire déterminée, avec un référent lycée et forcément un référent chez nous, porteur de projet. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, hein, porteur de projet, si je ne dis pas de bêtises. Et l'objectif, c'est que la finalité, en tout cas, c'est que ça finisse par quelque chose qui soit complètement monté par eux, au sens physique du terme comme au sens de l'art qui va être exercé. Oui, monsieur Franck Aga. Ça s'appelle une résidence, hein? Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est l'éducation nationale, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais monsieur le maire, ça s'appelle une résidence. C'est pas comme le Boulon où c'est une résidence qui accueille. Oui, c'est pas comme le Boulon, c'est sur un aspect plus haute culturel que les arts de la rue. Mais voilà, oui, vous avez bien trouvé la notion de trait d'union. C'est un trait d'union avec le lycée. On travaille beaucoup avec le lycée, hein. Oui, sur plein de sujets d'ailleurs. Hein. Mais je pense que c'est intéressant pour eux d'être en capacité de prendre de l'autonomie sur ça. Et demain, pourquoi pas, de nous offrir un spectacle de A à Z fait par des jeunes qui sont en cours de certification ou de qualification. Ma deuxième intervention... Ma deuxième intervention, elle concerne, on parle du lycée, mais le collège. Ah bah, le collège est déjà associé à certaines opérations, nos écoles aussi, bien évidemment. Oui, les écoles c'est historique. En premier, ça. Voilà, mais le collège. Oui. Il y a des passerelles. Y a-t-il des passerelles quoi comme passerelle qui est mis en place? Il y a déjà des passerelles avec le collège. Alors, je ne les ai pas là, mais on pourra vous donner l'information, on pourra communiquer les actions, s'il vous plaît, avec le collège, qui est voisin en même temps, donc ça facilite un peu le déplacement. Mais c'est pratiquement le même principe. Alors, ce n'est pas la même tranche d'âge et pas les mêmes cibles, mais on vous communiquera le programme. On n'a pas voté. Hein. 5.1, direction de la culture. Donc, le partenariat entre la Maison des Arts et notre lycée du Pays de Condé. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous sommes en 6. Oui, nous sommes en 6. Direction de l'éducation, jeunesse et sport. 6.1, l'organisation des stages BAFA avec l'association Léo Lagrange Animation. C'est Madame Caroline Di Cristina qui présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce projet de délibération reconduit l'expérience avec l'association Léo Lagrange pour l'organisation de stages BAFA, base pour les jeunes Vieux-Condéens. La ville soutient ce projet et offre la possibilité aux Vieux-Condéens un financement pour la prise en charge de la formation de base du BAFA. Il convient donc ici de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'association Léo Lagrange pour le premier trimestre 2026. Donc vous avez les dates dans la convention. Uniquement premier trimestre, hein, vous l'avez noté, pour des raisons de changement de mandature. Petit rappel, information complémentaire, je ne sais pas si vous alliez poser la question, mais je vous donne l'info. Cette délibération concerne 12 Vieux-Condéens qui feront la base BAFA aux vacances de février 2026, du coup. Et pour rappel, en 2025, il y en avait eu 13. Voilà, c'était les chiffres. Oui, monsieur Franck Aga. Étant donné que j'ai la procuration de M. Scaramusino, je me permettrai de poser la question, pourquoi Léo Lagrange et pas les autres? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, les jeunes, Madame Di Cristina, l'année dernière, vous nous avez répondu que la plupart des jeunes, justement, qui sont, entre guillemets, sélectionnés, j'appelle pas ça sélectionnés, mais qui sont en contrat de bénévolat, sont ceux-là à qui on fait passer la base, qui logiquement font les stages pratiques au niveau de la LSH de la ville et finissent par l'approfondissement pour être intégrés dans les centres de loisirs d'été. Oui, de préférence chez nous. On reste toujours sur le même circuit. Et donc les centres de loisirs, la pause méridienne également. Pause méridienne aussi. Hein. Pause méridienne aussi, d'accord. Et donc... Oui, je l'ai dit, on l'a dit. Donc... Est-ce que monsieur... Non, plutôt Madame Di Cristina. Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'ils font la base et lorsqu'ils font les stages pratiques, dans le cadre de les stages d'approfondissement, de perfectionnement,
est-ce qu'il y a des spécificités qui sont faites, justement, qui sont mises en place, étant donné qu'on signe une convention avec une structure qui nous accueille. Donc, dans le cahier des charges, on peut aussi proposer des choses. Oui. Alors, au niveau spécificité, vous, par exemple, je veux dire, du théâtre ou des trucs comme ça, vous voulez dire? La gestion de la violence, il y a plein d'aspects, quoi, je demande. Donc, le directeur de Paul, qui, par rapport aux besoins et au programme... Ils écrivent le programme avec le centre Léo Lagrange et après aussi le centre Léo Lagrange, parce que certains jeunes font des... Je ne sais plus comment on appelle ça, je suis désolé, j'ai plus le terme. Oui, perfectionnement, merci, je cherchais le terme. Ouais. Perfectionnement dans des sujets, en effet, qui peuvent être sensibles. Ils sont, par exemple, sur des sujets où, dans les jeunes encadrés, il se passe quelque chose, où il y a quelque chose de grave qui se passe, où ils sont formés à détecter, je ne sais pas, je vais dire n'importe... Enfin non, je ne vais pas dire n'importe quoi, du harcèlement, par exemple, ou des choses comme ça dans un groupe. Ça peut arriver, ça arrive malheureusement, à Vieux-Condé comme ailleurs, et d'être en capacité de faire un signalement, de faire la procédure qui va bien pour être en capacité, nous élus demain, ou force de l'ordre, d'aller jusqu'au bout d'une procédure. Donc c'est des choses, les perfectionnements se font, j'ai envie de dire, sous forme de propositions, et c'est un partenariat donnant-donnant avec la personne concernée. Mais ça peut être sur, je crois qu'il y a une bonne dizaine de sujets, si je ne dis pas de bêtises, complètement différents les uns aux autres. Ce qui est repéré aussi comme difficulté dans notre... Et les signalements aussi. Parce que des fois, dans nos centres de loisirs, comme dans nos écoles, nous avons des signalements de situations compliquées. Et il faut être en capacité pour quelqu'un qui encadre des gamins, des loulous, comme je dis toujours, de pouvoir le faire correctement et de ne pas ni le crier sous les toits et s'adresser aux bonnes personnes. Donc, non, mais parce qu'on avait pris une délibération tout à l'heure sur les valeurs de la République, la radicalisation, il y a voilà, des sujets de sociétal qui sont aussi très importants sur lesquels on peut avoir aussi une réflexion et non pas simplement de l'animation classique, d'accueil de loisirs. Oui, il y a l'animation de base réglementaire qui répond aux normes, mais il y a ce qu'ils appellent du perfectionnement. Et puis j'ai envie de dire, selon le feeling qu'on a avec la personne qui va travailler avec nous, elle est peut-être plus vers telle ou telle chose, ou elle veut s'engager vers telle ou telle chose. En tout cas, elle est accompagnée, ça c'est certain. On n'a pas voté. 6.1, on va voter si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le 6.2, c'est le renouvellement de la mise à disposition d'un agent chargé de l'animation relais petite enfance, ce qu'on appelle le RPE. C'est Mme Caroline Di Cristina qui présente cette délibération. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, le relais petite enfance intercommunal intervient sur les villes donc, de Vieux-Condé, Condé-sur-Escaut et Fresnes-sur-Escaut. Donc, la convention de mise à disposition de l'agent en charge de l'animation du RPE arrive à échéance le 31 décembre 2025. Aussi, il convient de renouveler cette convention tripartite pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026. Donc, vous avez normalement la répartition des postes, donc 13 heures sur Vieux-Condé, 11 heures, enfin du poste, 11 heures sur la ville de Condé et 11 heures sur la ville de Fresnes. Donc, la convention jointe en annexe précise les modalités de ce poste. Il convient donc ici de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention tripartite entre les villes de Vieux-Condé, Fresnes et Condé. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, mais je ne vois pas d'ici, mais je pense que c'est Mélanie. Elle est là? Elle est là. Ah, et là elle peut s'avancer, Mélanie, pour qu'on... C'est toujours bien de mettre un visage sur un nom. Je rappelle que elle était là déjà l'année dernière. Hein. Oui, mais par contre, le directeur du pôle jeunesse que depuis des années vous avez dit que vous allez nous le présenter, on ne l'a pas vu. Vous l'avez déjà rencontré à la Maison pour tous, etc. Et pour rappel, le RPE, c'est l'ancien RAM. Hein. Je rappelle la chose. Merci. T'es passé à la télé. On n'a pas voté le 6.2. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je n'ai pas reçu de questions ni écrites ni orales de l'opposition. Je vais donc conclure, si vous le voulez bien. Oui, M. Aga, mais allez-y. Oui. Nous n'avons pas, au nom du groupe, mis de questions orales et écrites. Mais je voulais simplement, Monsieur le maire, si vous m'accordez, 2 minutes d'intervention sur le danger qui pèse sur les associations.
Alors, je ne peux pas vous l'autoriser parce que c'est dommage, vous auriez dû mettre le sujet à l'oral et vous auriez pu, mais... Alors, on fait 2 minutes chacun? Vous m'en devez 4 alors. Non, mais monsieur Non, le maire, j'en parle. Non, mais j'en parle parce que. Non, mais je vous donne la parole, monsieur Aga. J'espère que vous en serez. Oui, mais je m'en sers. Mais donc, je pense que la plupart des élus sont au courant des difficultés aujourd'hui qui menacent la plupart des associations, soit qui sont dans l'insertion ou dans le développement social local, y compris même la mission locale, parce que si j'interviens, c'est parce que la mission locale intervient aussi sur la ville de Vieux-Condé, et que ces associations aujourd'hui qui bénéficient donc des financements institutionnels sont en danger. Donc, il y a eu pas mal de manifestations qui étaient organisées sur l'île. Nous sommes en train de réfléchir pour organiser aussi une manifestation sur Valenciennes, même si on sait que tout se passe au niveau préfecture, tout se passe au niveau de l'État. Je voulais aussi alerter par rapport à ce sujet-là, parce que ça met en cause justement l'accompagnement des publics fragilisés, ça met en cause aussi le volet éducatif, parce qu'on parlait tout à l'heure des animateurs BAFA, mais c'est aussi ça. Aujourd'hui, les communes portent les projets des centres de loisirs, mais il y a aussi des associations qui vivent aussi de ces projets-là, donc aujourd'hui qui se retrouvent en danger. C'est simplement cette info que je voulais faire passer. Je vous en remercie et je vais encore une fois vous rejoindre sur ce sujet parce qu'on ne s'imagine pas un seul instant l'importance de ces associations, le soutien invisible, voire fantôme des fois, pour monsieur et madame tout le monde qui ne se rendent pas compte et qui se disent « Oh, ça sert à rien, c'est des associations qui sont là parce qu'il faut placer un tel, etc. » Pas du tout. C'est des associations qui font un énorme travail, qui est bien souvent off. On les croise à l'agglo, sous la gouverne de Laurent Depagne, vice-président référent. On les croise à la CAF, on les croise au département. Et en effet, une forte inquiétude est donnée au niveau national, ce n'est pas spécifique à chez nous, sur l'avenir de ces associations. Il y a d'autres choses qui vont être... Enfin, voilà, moi, je vais essayer de rester positif, mais je suis très, très, très inquiet sur l'avenir budgétaire de la France. Encore une fois, on le dit souvent, mais c'est bien de le dire, on dépend beaucoup et peut-être beaucoup trop, et maintenant on va le payer sans rendre compte. Les associations que vous avez citées aussi, les départements, les régions, je ne sais pas, peut-être que demain on va nous demander de fusionner, peut-être que demain on va nous demander de ne plus avoir plein d'intercos. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais l'inquiétude est forte. Et au moment où on se parle, ce qui est assez bizarre, c'est que certaines parties des textes ont été votées, pas tous, parce qu'entre deux, il y a la programmation de loi de finances, mais il y a la PLSS aussi, la programmation de loi de la sécurité sociale, qui est à cheval dessus. On sent cet aller-retour qui va servir à rien quand même. Il y a un truc un peu bizarre dans tout ça. C'est un peu mélangé. Les dates butoirs sont dépassées. Je reconnais le travail parlementaire qui a été fait. Il y a même une demande de pause par certains groupes parce que, à mon avis, la charge mentale, elle devait un peu exploser. C'est comme si on se réunissait quasiment 24 heures sur 24 ici. Au bout d'un moment, ce serait compliqué. Mais c'est dommage de servir encore une fois de variable d'ajustement, et les communes vont servir de variable d'ajustement. Moi, j'en ai marre que les villes servent de variable d'ajustement. Nous en avons marre. Nos intercos aussi, parce qu'on a la chance d'être dans une agglo d'investissement. C'est grâce à ça qu'on fait des choses, des projets. Si demain, on doit être dans une agglo de fonctionnement pour abonder les communes, pour aider à faire tourner la boutique, c'est juste le dernier étage avant la fin de notre fonctionnement, de notre statut. Et demain, on fera comme dans le privé. On licenciera des gens. Il n'y aura plus de statut de fonctionnaire, il n'y aura plus de protection de ces fonctionnaires. Et je pense que sans les agents qui nous entourent, qui sont ici, qui nous ont aidés pendant tout ce mandat, on ne serait rien, tout simplement. Parce que nous, il faut qu'on reste des rêveurs, des politiques, et qu'eux restent des agents engagés dans leurs compétences. Et on les en remercie tous les jours. Donc je vous rejoins sur ce monde associatif. Et je dirais que quand je vois tout ce qui est en train de se passer, waouh, je ne sais pas, je pensais que le pire du mandat... Le pire mandat, c'était celui qu'on vient de passer, là, qui se termine là bientôt, là, dans quelques mois. J'ai l'impression que celui qui arrive, il ne va pas être piqué des verres non plus. Donc voilà, en tout cas, je vous rejoins, M. Aga, sur votre déclaration. Pour conclure, permettez-moi, au nom de l'ensemble du conseil municipal, tout simplement de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, à vous, à vos proches. Voilà, Noël arrive, on va avoir des trucs qui brillent, des loulous avec les yeux qui brillent, peut-être le bonhomme en rouge, je ne sais pas s'il sera là, peut-être, mais voilà, c'est
Je pense que c'est des moments importants. C'est des moments où on se lie tous ensemble, qu'on s'occupe de nos proches, de nos amis. Donc voilà, c'est important et oui, t'inquiète pas, on va le dire. Mais c'est important de le dire parce que franchement, quand on regarde la télé aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, je préfère regarder, je ne vais pas faire de pub, mais je préfère regarder un dessin animé avec des loulous et manger des pop-corn que de regarder ce qui passe en boucle en mode perfusion sur les informations. Voilà, donc prenez soin de vous, c'est le plus important, et de vos proches. Et n'oubliez pas de signer les documents parce qu'il y a une décision modificative et les comptes rendus. Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année à vous.